Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 62 ans, je viens de prendre ma retraite. J'ai travaillé en tant que secrétaire dans une université. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonne fête à toutes les mamans. Pour cette journée particulière, j'ai décidé de mettre les mamans à l'honneur. Aujourd'hui, en effet, j'ai une invitée vraiment très spéciale pour moi, car il s'agit de ma maman. Alors ce n'était pas prévu. J'avoue que je n'avais pas envisagé au départ de mettre ma mère dans la liste de mes futurs invités. Alors comment ça se fait et pourquoi cet épisode? Comme vous venez de l'entendre en introduction, ma mère est à la retraite depuis peu. C'est un nouveau chapitre de vie qui a démarré pour elle. Or, je travaille depuis des mois sur un nouveau projet d'interview privée, d'interview de cœur, dont j'ai vraiment hâte de vous parler. L'annonce officielle d'ailleurs est prévue pour dans quelques semaines. Et donc, il y a quelque temps, j'ai proposé à ma mère de faire cette expérience de photo sonore pour marquer le coup, pour l'aider à faire le point et éventuellement lui permettre d'y voir un peu plus clair. Et elle a accepté de jouer la cobaye dans cette phase test que j'avais entamée et de se prêter au jeu de mes questions. J'ai adoré faire cette interview. Ce fut un moment tout doux, hors du temps. Quelle joie de découvrir ses proches sous un nouveau jour. Avant de commencer, je lui avais demandé si je pourrais éventuellement utiliser des extraits de cette interview privée pour les partager dans le podcast si je trouvais qu'ils contenaient des messages inspirants, percutants, car je savais qu'on allait aborder des sujets forts qui peuvent toucher d'autres personnes, comme la dépression ou le cancer. Et elle avait accepté. Et finalement, elle a même donné son accord pour que je crée 2 épisodes entiers. Parce que j'ai trouvé tellement de passages si beaux dans cette interview que j'ai eu envie de vous les offrir. Alors, je sais pas si je suis très objective, bien sûr, mais il est vrai que nos 2 cœurs étaient grands ouverts pour ce beau moment de partage. Ça correspond également à la vision que je vous partage régulièrement. Cette envie de donner la parole à monsieur et madame tout le monde, car nous avons tous une belle histoire et une sagesse à transmettre. C'est également l'occasion pour moi de célébrer toutes les mamans du monde. J'ai pas encore eu la joie d'incarner ce rôle dans ma vie, mais on le sait, être mère est le métier le plus difficile qui soit. Aucune maman n'est parfaite, et il est toujours possible de trouver à reprocher et à critiquer. J'ai la chance d'avoir un rapport doux avec ma propre mère, et j'envoie beaucoup d'amour à tous ceux pour qui ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de profiter de cette occasion pour dire merci. Gratitude profonde pour toutes ces heures où j'ai été épaulée, réconfortée, emmenée à la gym. Pensez aussi pour toutes ces fois où je lui ai mal parlé, où je me suis énervée, où les reproches pleuvaient. Souvenirs d'engueulades, souvenirs de fou rire, nostalgie des histoires racontées le soir. Je me remémore avec tendresse autant les malentendus, les agacements, que les moments de joie et d'émerveillement partagés. Alors merci maman, et merci et bravo à toutes les mamans du monde. Dans ce premier épisode, vous entendrez parfois ma voix, parfois non. Ce sera parfois décousu, comme la vie. Aujourd'hui, nous n'abordons pas de sujets difficiles, mais dans la suite de l'interview, qui sortira dimanche dans 2 semaines, nous parlerons de dépression et de rémission de cancer. Aujourd'hui, nous abordons les thèmes de la vie, l'amour, l'amitié, la mort, mais Nathalie nous partagera aussi son émerveillement face à la nature, à la joie profonde d'être avec d'autres humains, et elle nous offre une ode à la beauté, et une éloge de la simplicité, de la vie slow et du rien faire. Je suis quelqu'un
d'effacer et en même temps d'un peu fantasque. L'important pour moi, c'est de me sentir bien et d'aider les personnes qui se trouvent autour de moi à se sentir mieux si elles ne vont pas bien. Si les personnes qui m'entourent ne vont pas bien, il m'arrive assez fréquemment d'essayer d'alléger leur sentiment d'oppression et afin qu'elles se sentent plus légères et qu'un minimum d'équilibre ou d'harmonie se rétablisse. Et à ce moment-là, je me sens mieux également. Ah, c'est joli comme présentation. Pour qu'on apprenne à connaître plus en détail encore qui tu es, ce que j'aime bien, c'est revenir à la période de l'enfance. Donc, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous décrire comment était la petite Nathalie? Oh, la petite Nathalie, elle a vécu à la campagne et donc elle aimait s'amuser avec ce qu'elle trouvait. Aller cueillir des fleurs, aller ramasser des escargots, aller ramasser des asperges, se promener et aller chercher des champignons. C'est vrai que il y a quand même beaucoup de souvenirs qui sont liés à des promenades dans la nature, regarder les nids, regarder les oiseaux, regarder les rayons du soleil à travers les branches des arbres, observer les petites grenouilles. Et cette joie à observer la nature, est-ce que tu l'as conservée jusqu'à maintenant, tu dirais? Oui, c'est vrai que je me sens toujours très très bien dans la nature. J'aime bien être en vacances à la campagne. J'aime bien les endroits où il n'y a rien à faire. Parce que donc, moi, je trouve toujours des choses à faire. Et même ne rien faire, pour moi, c'est faire quelque chose. Donc, j'écoute, j'observe, je regarde le temps qui passe. Et c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. J'ai plutôt l'impression de m'enrichir. C'est trop beau. Quand tu étais petite, est-ce que tu avais des idées de métier en tête qui te faisaient rêver? Ah oui, être maîtresse marchande de bijoux, pharmacienne, marchande de médicaments. Mais rien en lien avec la nature alors? Ah non, c'est vrai que la nature, pour moi, ça ne faisait pas partie des métiers envisagés. Le métier de paysan, en fin de compte, je ne l'envisageais pas comme un métier. Et est-ce que sinon tu avais des rêves pour ta vie future, pas liés à un métier, hein, mais des rêves, je sais pas, d'un mode de vie ou... Non, pas du tout. Je ne me projetais absolument pas dans l'avenir ou dans l'ailleurs. Non, il n'y avait pas de rêve de château en Espagne, ni de tapis magique. Non. Pour rester un tout petit peu dans cette période de l'enfance, est-ce qu'il y a un message en particulier que tu aurais aimé entendre quand tu étais petite? J'aurais bien aimé qu'on me dise « Regarde comme la nature est belle ». Le sentiment, les émotions que me procure la nature maintenant, j'aurais bien aimé que dans mon enfance, on attire mon attention dessus. Mais ça ne se faisait pas. La nature, elle était là, on en profitait et personne ne se posait de questions. C'était un état de fait. Tandis que là, moi, quand je vois la nature, je me dis « Ah, quelle chance j'ai ! Ah, qu'est-ce que c'est beau !» Ah, qu'est-ce que je suis bien. C'est calme, ou alors ces oiseaux qui chantent, etc. Et quand j'étais enfant, ça n'était pas de mise. Personne ne s'extasiait sur le chant des oiseaux. Ça ne se faisait pas. C'est vrai qu'on avait l'impression que la nature, de toute façon, elle allait se renouveler constamment. Et donc, si
si elle dépérissait ou si on la salissait, c'était pas bien grave. Tout allait être emporté, lavé par la première pluie et tout allait être remis à neuf. Alors que maintenant, on sait bien que c'est pas le cas. Mais toi, intérieurement, donc tu vivais cette forme d'admiration et d'extase face à la nature, alors, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si c'était aussi fort, mais c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais en osmose. Je me rappelle de choses toutes bêtes, des petites sorties, on allait ramasser des pissenlits, on allait cueillir des bouquets de coucous. Et c'est vrai que c'était un moment de bien-être, même s'il faisait froid. J'étais toute concentrée, toute en méditation sur la recherche de mes pissenlits ou sur le fait de cueillir des coucous avec de belles tiges, etc. Et c'était quelque chose de très simple, mais qui était vraiment porteur. J'avais l'impression, effectivement, d'être en pleine communion. Et c'est vrai que j'ai perdu ça par la suite, hein. J'ai perdu cette innocence. Et donc, je crois que je l'ai retrouvée bien des années plus tard. Au collège, ce qui m'avait vraiment plu, c'était l'histoire. Tout ce qui était science, tout ça, pour moi, c'était très, très éloigné de la nature avec laquelle j'avais vécu. C'était quelque chose de très technique. Peut-être à ce moment-là, alors que tu t'es un petit peu éloigné de la nature. Je crois que il y a eu une cassure parce que à un moment, j'étais quand même une petite fille apeurée. Et à un moment, je crois que la peur, elle m'a beaucoup envahie. Et donc, je me suis coupée de beaucoup de choses. Alors, une dernière question sur cette période, mais qui est un petit peu à part. Est-ce que, quand tu étais petite, est-ce que tu croyais en Dieu? C'était quoi ton rapport à Dieu, à la religion ou... C'est une question qui ne se posait pas vraiment, parce que donc, à l'époque, dans les écoles publiques, on avait très souvent des religieuses qui faisaient cours. En outre, la quasi-totalité des élèves étaient catholiques. Et donc, je me rappelle très bien avoir été très, très étonnée d'apprendre que j'avais une de mes petites copines de classe, qu'elle était de religion protestante. Donc, j'étais très étonnée. Oh, une protestante! Mon Dieu, mais comment se fait-ce? Mais d'où vient-elle donc? Et je ne m'étais absolument jamais posé de questions au sujet des autres religions. Je me suis posé ce genre de questions à partir du moment où j'ai été scolarisée en internat à partir de la seconde, où j'ai été avec des personnes d'origine diverses, et donc où j'ai eu des petites copines qui étaient d'origine maghrébine. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que les religieuses et que le prêtre était beaucoup moins sympa que l'idée que je devais m'en faire, je me suis détachée tout à fait facilement de la religion. À l'époque, l'autorité n'était pas forcément une autorité douce, et que ce soit les religieuses ou le prêtre, il n'avait pas beaucoup d'état d'âme pour nous le faire savoir. Il y avait quelque chose qui collait pas alors avec l'idée... Donc pour moi, la religion, c'était forcément quelque chose qui servait à se sentir mieux. Et à partir du moment où je sentais un peu de brutalité ou de violence, moi je m'en suis détachée sans me poser de questions. Et aujourd'hui, si tu devais te mettre dans une case, tu dirais que tu es, je sais pas, dans une case athée, agnostique, croyant. Qu'est-ce que tu dirais? Je te mettrais où? Moi, je me dirais athée. Est-ce que tu peux nous citer un plat que tu adores manger?
Salade verte. Qu'est-ce qui te procure de la joie au quotidien? Ah, les contacts humains. Les contacts humains, j'adore les contacts humains. Ça me procure de la joie au quotidien. Ah, il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles dans la vie. Le fait d'être confronté à la maladie, le fait d'être confronté à de sérieux soucis d'argent, le fait d'être confronté à un environnement toxique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles dans la vie. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie. On peut être confronté à des tas de choses compliquées et difficiles à gérer, soit simultanément, soit l'une à la suite de l'autre. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie à faire. Est-ce que tu penses qu'il y a un sens à la vie? Je n'en sais rien, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'on peut toujours trouver un sens aux épreuves que l'on traverse. Ça, par contre, je le pense. Est-ce que tu voudrais nous citer une ou deux choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude? Ah oui, donc les moments de partage, au salon de thé, au restaurant, aller prendre un café, me parler d'un livre qui a plu, même des choses que je ne ferais pas. Moi, je ne me vois pas aller à la piscine ou faire du saut à l'élastique, mais je peux très bien m'intéresser à l'expérience de quelqu'un qui est allé à la piscine et qui s'est oh là là, c'était formidable, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc je suis toute contente pour elle, et c'est vrai qu'il peut me traverser l'esprit. Oh, ce serait peut-être bien que j'apprenne à nager moi aussi. Comment est-ce que tu expliquerais la mort à un enfant? Ça dépend. Si c'est une personne âgée qui décède, je crois que malgré la peine, on peut toujours expliquer les choses en disant il y a un début, il y a une fin, et donc la fin n'est peut-être pas tout à fait la fin, parce que donc les personnes peuvent très bien monter au ciel et puis donc peut-être continuer à vivre dans notre esprit. Et donc, même si on a du chagrin de ne plus les voir, en fin de compte, elles ne sont peut-être pas tout à fait disparues. Les dinosaures, on continue à en trouver une trace sur Terre, même s'ils ont disparu il y a des centaines de milliers d'années de ça. Donc, il peut y avoir un sentiment de perte lié à l'absence, mais la perte n'est pas forcément un drame. C'est vrai que s'il faut expliquer quelque chose de dramatique comme la perte d'un petit frère, d'un grand frère, d'une maman, enfin d'un papa, ça, c'est une chose à laquelle je n'ai pas réfléchi et qui me poserait quand même des difficultés, parce que donc ça fait partie du côté incompréhensible ou injuste de la vie. Oui, c'est très compliqué de mettre ça à plat. Et pour le moment, j'ai pas de réponse. Oui, je trouve ça très beau. Ça m'a touchée, la façon dont tu l'as expliqué. Donc revenons maintenant à ton histoire de façon chronologique. On en était à la période du lycée. Ensuite, donc, t'es allé faire des études à Metz. Est-ce que ça a été difficile de faire ton choix d'études et Ah non, ça n'était pas difficile. J'étais une élève moyennement bonne, donc je n'excellais nulle part. Donc je ne me voyais pas ni faire des études de langue, ni faire des études de lettres, ni faire des études de philosophie. Les maths ou l'informatique, il n'en était pas question. Donc tout naturellement, je me suis orientée vers le droit, et je dois dire que
ça m'a plu et que je me suis retrouvée dans mon élément. Ça me correspondait tout à fait. Et tu savais déjà vers quel métier tu voulais aller? Pas du tout. Pas du tout. Je ne me projetais pas. Mais j'ai trouvé que les études de droit m'avaient ouvert l'esprit et j'étais dans mon élément. J'ai beaucoup aimé être étudiante, c'était quand même une grande libération. Je n'étais plus en internat, j'étais éloignée de mes parents. À l'époque, n'existait pas le téléphone portable, n'existait pas Internet, donc j'ai découvert une liberté certaine que je n'avais jamais eue et j'étais une étudiante très heureuse. Et c'est à cette période-là que tu as rencontré papa? Oui. Est-ce que tu veux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? J'ai un peu oublié. Et tu rêvais de te marier? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je ne voyais pas si loin. Je voulais simplement profiter des bons moments que j'avais. Donc tu t'es jamais dit ou demandé si c'était l'homme de ta vie? T'as toujours vécu finalement au jour le jour dans tous les domaines de ta vie alors? Oui, plutôt. À ce moment-là, oui. Donc finalement, vous vous êtes mariés? Oui. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce mariage? J'avais trouvé du travail à Strasbourg. Robert avait arrêté ses études pour me suivre à Strasbourg. Il avait réussi un concours et pour garder le bénéfice du concours, il fallait qu'il fasse son service militaire. Il ne souhaitait pas s'éloigner trop de Strasbourg, donc la seule chose qui était possible de faire pour qu'il ne parte pas au diable Vauvert, c'était de se marier. Et donc c'était pas le mariage d'amour fou qu'on imaginait, c'était un mariage mûrement réfléchi. Il faut se marier pour qu'on soit pas trop éloigné, qu'on puisse continuer à se voir. Et c'est vrai que comme à l'époque on était un peu en froid avec la famille, on a décidé de se marier sans inviter personne. Donc on a pris chacun un témoin et on s'est marié sans famille. Et t'en as un bon souvenir, non, du mariage? Oui. Tu veux nous raconter un petit peu pourquoi c'était une belle journée ou une belle soirée parce qu'on a organisé le mariage comme on l'a voulu. Donc on s'était fait beau. On avait réservé dans un très bon restaurant qu'on avait choisi. On s'était choisi des témoins qui nous plaisaient bien. Et franchement, c'était tout simple et c'était super parce que donc j'ai repensé au mariage auquel on avait assisté. La famille était pesante et là, on s'en est affranchi totalement. Donc c'était un mariage léger. Donc on n'avait pas d'alliance. Ah bon? Non, on n'en a jamais eu. Ah bon? Non. On s'est acheté chacun une bague qu'on avait choisie. Et donc on avait l'impression de s'affranchir de tas de choses. Enfin, en réalité, c'était très très illusoire, mais on avait refusé de se laisser plomber par nos familles. Et donc ça, franchement, je ne le regrette absolument pas. Ouais, c'est vrai que c'était quand même aussi un mariage original, surtout pour l'époque. Donc il faut aussi oser se marier sans inviter sa famille, parce que j'imagine que ça a fait des histoires. Si ça a fait des histoires, ils ne nous en ont pas parlé. Mais je pense que ça n'a pas dû être simple à gérer, effectivement. Quelle est ta définition de l'amour? L'amour a des visages multiples. L'amour a des visages multiples, mais ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, il te porte.
Parce que effectivement, quand on est très jeune, on peut, ou même un peu moins jeune, on peut avoir un amour passion, un amour flamboyant, mais l'amour peut très bien ne pas être de cet ordre-là et n'en être pas moins vrai et n'en être pas moins fou. C'est vrai que dans tous les cas, l'amour te porte. L'amour te donne de la force et l'amour te permet de transcender beaucoup de choses. Mais je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule forme d'amour. Dernière question sur ce sujet. Donc ça fait pas mal d'années que tu es mariée. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau dans un couple après tellement d'années de mariage? Ça fait presque une 40aine d'années, je crois. Oui. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui est le plus beau quand on a vécu tellement d'années avec quelqu'un? Moi, je crois que le plus beau, c'est d'éprouver le sentiment qu'à certains moments, c'est tout neuf. On est étonné de se dire « Ah, tiens, quelle réaction! J'avais pas pensé à ça !» Et on est tout étonné, tout ému, on a l'impression d'être un oisillon qui sort de l'œuf. Et donc, on éprouve des émotions de douceur, de chaleur, de bien-être. On éprouve une chose à laquelle on ne s'attendait pas. On vit un instant de découverte et oui, de quelque chose de doux, un moment de magie en dehors du temps. Quelque chose que je ne saurais pas définir là maintenant, mais c'est une parenthèse enchantée. L'amitié, je crois que c'est très proche de l'amour. Hein. C'est vrai que là, j'ai appris que les arbres dans la forêt communiquent avec les autres arbres ou les autres plantes de la forêt par tout un réseau racinaire. Et c'est vrai que, à certains moments, je me demande si il n'y a pas des choses un peu similaires qui peuvent se nouer entre les êtres. Le sentiment de chaleur, le sentiment de réconfort, la notion de don. Je me demande si ça ne pourrait pas faire partie d'un ensemble de connexions qu'on fait partager à certaines personnes plus qu'à d'autres, des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre des choses qui se voient, qui se disent, mais donc des choses qu'on peut éprouver et qui sont fortes, qui nous mettent en connexion. Donc, il y a des choses qui n'existent peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un imaginaire peut-être tangible ou qu'on peut peut-être faire partager à d'autres. Voilà. Je crois qu'il est très important de croire qu'on peut partager des choses. Et je crois qu'il est très important d'être persuadé qu'on peut faire du don de soi et qu'on peut également bénéficier du don des autres. Je crois qu'on peut faire confiance à certaines personnes et accepter de se laisser porter pour se sentir mieux. Ça me fait plaisir de penser qu'il en est ainsi et que je peux faire du bien aux autres. Et que les autres peuvent me faire du bien s'ils le souhaitent. Et d'ailleurs, moi j'en suis persuadée. Donc, tu as travaillé à l'université pendant de nombreuses années. Tu as travaillé dans différents domaines, dans différents services, voilà. Qu'est-ce que tu as préféré pendant toutes ces années, ou qu'est-ce que tu aimais dans ce ou ces métiers, disons au pluriel, ou dans cet environnement ou... Moi, ce que j'ai le plus apprécié,
ce sont les moments où on m'a fait confiance et où j'avais beaucoup de latitude d'action. Cette confiance et cette autonomie dont j'ai pu bénéficier, je dois dire que ça m'a totalement porté. Le fait d'avoir fait des études de droit, j'ai toujours eu longtemps à l'esprit la notion de service public. C'était quelque chose, mais vraiment de primordial et d'essentiel. Donc j'étais au service du public, donc il fallait que je sois à l'écoute et il fallait que je maîtrise mon domaine afin que je puisse apporter des réponses claires, concises et pratiques aux personnes. Et ça, tu as apprécié faire Ah oui, j'avais vraiment le sentiment d'être utile. L'administration est un service public et donc c'est quelque chose de noble. Ouais, c'est important de le dire, je crois. On a tendance à l'oublier. C'est ainsi que se termine cet épisode aujourd'hui. J'espère que ces petits extraits de ce temps de questions-réponses passé avec ma maman vous aura inspiré et donné envie de vous promener à la recherche de coucou aux belles tiges ou de vous lever contre vos êtres aimés, voire même de leur chuchoter toute la tendresse que vous éprouvez. J'en parlais il y a quelque temps avec des amis. On attend souvent un mariage ou un enterrement pour dire tout haut aux gens tout le bien qu'on pense d'eux et combien on les aime. Et si le meilleur moment pour le faire, c'était maintenant? Je vous laisse y réfléchir et je vous donne rendez-vous pour la suite de l'interview avec Nathalie dans 2 semaines. Alors, on le crée ce nouveau monde? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.